Donc bonjour à tous, on va attaquer le TD sur la vieille souris d'ordinateur qui doit être le TD numéro 4 normalement dans votre poly. Pour bien suivre ce TD, il faut avoir vu et compris le cours sur le roulement sans glissement. Donc dans cet exercice, on va s'intéresser à une souris d'ordinateur ancien modèle, celle où il y avait une boule à l'intérieur. Donc sur la photo qui est en haut à droite, là, on a une souris qu'on a ouverte et au milieu, donc à ce niveau-là, hop, on a normalement la boule qui est ici. Donc la boule est à ce niveau-là. Et donc quand on va venir faire bouger la souris sur le bureau, la boule va rouler sans glisser sur le sol, un peu comme votre ballon quand on a fait le cours. Et du coup, notre boule, si elle tourne, elle va entraîner en rotation ces rouleaux, donc ici et là. Et si vous regardez aux extrémités de ces rouleaux, on a donc cette pièce qui est une espèce de disque avec des fentes. Normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler le codeur incrémental. Et c'est exactement le même principe. L'idée, c'est que donc, quand vous allez déplacer votre souris sur la table, ça va faire rouler la boule, qui va faire rouler ces deux axes. Et du coup, en mesurant l'angle, grâce à un codeur incrémental, l'angle de ces deux axes, on va pouvoir en déduire la position de la souris. C'est comme ça que fonctionnaient les vieilles souris. Et donc, le but du jeu aujourd'hui, ça va être d'essayer de trouver la relation entre le déplacement de la souris et les mesures d'angle au niveau de ces deux axes. Donc c'est en gros tout ce qui est expliqué dans ce petit texte. Bon, donc là on nous propose un schéma cinématique, alors qui n'est pas tout à fait aux normes, mais on va s'adapter, avec tout un texte d'explication en dessous qu'on va lire tranquillement. Et je vous ai rajouté une petite photo à côté où on va essayer de repérer les différentes classes d'équivalence pour essayer de mieux comprendre ce schéma cinématique. Alors première remarque, ce schéma cinématique, il est composé de trois vues planes. Donc on a la vue principale en bas, qui est une vue du dessus. Donc vous reprenez, votre souris est posée sur la table et vous vous mettez au-dessus de votre souris et vous la regardez. Ensuite, on a donc deux vues. Alors comment est-ce qu'elles sont construites? Pour la vue qui est ici, l'idée c'est que on a coupé notre souris au milieu et on regarde dans cette direction. Donc au final, ce qu'on va voir, c'est la boule au milieu. Donc la boule au milieu, ça va bien nous donner un cercle. Et la pièce 3, c'est un cylindre. Donc si je coupe au milieu ici, je vais effectivement obtenir là encore un cercle. Et donc dans le même genre, ce qu'on a sur la deuxième vue, donc ce qu'on a sur la vue qui est là, c'est ce qu'on appelle une vue de coupe, en vocabulaire de dessin technique. On a coupé au milieu de la boule et on regarde cette fois-ci dans cette direction. C'est juste pour vous expliquer les différentes vues. Ok, alors on va lire le texte ensemble. Le plan de travail est indicé 0 et on lui associe donc un repère R0. Donc le plan de travail c'est quoi? Ça va être notre pièce de référence et notre bureau. Donc le plan de travail, on le voit notamment ici. Et si j'essaye de trouver où est la pièce 0 sur ma figure, du coup ma pièce 0, on va dire que c'est cette espèce de tapis là, sur lequel est posée la souris. Ok. Alors le cadre lié à la souris porte le numéro 1 et on lui associe le repère R1. Ok. Donc là, le numéro 1 c'est ici et ça veut dire que c'est cette pièce-là qu'on va appeler le cadre. Ok. Donc cette pièce-là, qu'est-ce qu'elle représente? Si on fait le lien avec la photo d'à côté, on voit que c'est notamment ce qui va faire la liaison avec les pièces 3 et 4, qui sont les pièces qui vont tourner. Donc si on regarde sur la photo qui est à droite, là on voit les axes qui tournent, ici et là. Et du coup, la pièce 1 dont on parle, c'est quoi? C'est en fait toute la pièce blanche. En gros, c'est toute la souris, enfin c'est le cadre de la souris. C'est la partie que vous voyez en plastique. Donc c'est tout ce qui est blanc à peu près. Voilà. Magnifique dessin. Donc c'est l'extérieur de la souris, entre autres. Ensuite, donc en fonctionnement normal, la bille 2 de rayon R roule sans glisser en I sur le plan lié à la table. Ok, alors déjà on a la boule 2. Donc la boule 2, elle est où? Je vais la surligner, ce sera plus facile encore. Donc la boule 2, c'est ça. Je ne sais pas colorier. Ok, on la retrouve ici en vue de coupe. Et on la retrouve ici en vue de coupe. Et du coup, là, si je m'intéresse à cette vue 3D, la boule, c'est ce qu'il y a au milieu. Ok, donc ça,
c'est la pièce 2. Et au passage, j'ai oublié, ça c'était la pièce 1. Ok, on continue. Donc l'encodeur 3 de rayon A est en rotation d'axe L, Y1 avec le cadre 1. Alors c'est là que je vous dis que, au passage, le schéma cinématique n'est pas très précis. Là, on nous dit que l'encodeur 3 est en rotation d'axe L, Y1 avec le cadre 1. Donc ça veut dire que la liaison à ce niveau-là, c'est censé être une pivot. Donc ça, je vais le colorier en vert. Je vais faire ça en vert après. Et du coup, c'est une pivot. Donc en théorie, je devrais avoir le trait qui traverse au milieu et deux petits traits. Donc là, c'est pas très très bien fait. Bon, on s'adapte avec ce sujet. Donc là, c'est ma pièce 3. Et donc, typiquement, on va dire que ça correspond à cette pièce-là, que je colorie là en vert. Donc ça, c'est la pièce 3. Ok. On continue. L'encodeur 4, c'est la même chose, mais c'est l'autre axe. Donc, je prends une autre couleur. Allez, on va dire du marron. Donc en marron, pareil, j'ai mon axe qui traverse et j'ai mes deux petits traits de pivot. Et donc j'ai cette pièce-là, et globalement, ça va correspondre à cette pièce-là. Ça se voit un petit peu moins là, le marron. Je sais pas si ça se verra bien. Donc ça, c'est le 4. Ok, j'espère que du coup, le schéma cinématique vous parle un petit peu plus avec la photo à côté. Alors, au passage, là, en lisant le texte, il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux, qui sont importantes à repérer. C'est tous les roules sans glisser. Voilà, donc là on nous dit que la bille 2, elle roule sans glisser au point I par rapport à 0, par rapport au plan de travail. Ok. On continue, donc après c'est des notations. Ah non, j'ai oublié aussi, donc en fonctionnement normal, les encodeurs 3 et 4 roulent sans glisser, respectivement en J et en K. Donc ça c'est important à repérer. Donc là, une petite remarque, dans cet exercice du roulement sans glissement, on va en avoir pas mal. Alors, on note oméga de 3 par rapport à 1 égale petit oméga de 31. Donc, on a déjà parlé de cette notation. Je vous rappelle l'idée, c'est qu'on va mettre en indice en général les classes d'équivalence. Donc là, vu que c'est 3 par rapport à 1, on va noter oméga 31 pour ne pas se mélanger les pinceaux. C'est une convention. Donc, on note oméga 31, le vecteur taux de rotation de 3 par rapport à 1 et oméga donc 41 porté par x1, le vecteur taux de rotation de 4 par rapport à 1. Ok. On suppose que le cadre 1 est en liaison appui-plan par rapport à 0. Alors ça c'est assez logique, encore une fois. Si vous regardez la liaison entre 0 et 1 sur la photo, on voit bien qu'effectivement il y a le plan sous la souris. Donc on a modélisé ça par une appui-plan, ça a l'air d'être plutôt malin. Alors on note ici le vecteur RZ1 égale RZ0, ok. Donc là on nous donne du paramétrage, on définit le vecteur OC. Alors le vecteur OC, c'est typiquement le vecteur qui va nous positionner donc le centre de la souris par rapport à l'origine de notre repère associé à la table. Donc c'est celui qui va nous donner la position de la souris. Donc OC, on nous en parle, pas de souci. Donc après on nous donne des torseurs cinématiques. Alors ça c'est intéressant à repérer dans les exercices. Notamment, on va vous donner toujours des torseurs cinématiques en des points particuliers. Typiquement, là, on nous les donne au niveau du point C. Donc, le mouvement du cadre 1 par rapport au plan 0 est ainsi défini par le torseur cinématique. Donc, on a du θ point porté par Z0, du x point porté par x0 en vitesse et du y point porté par y0 en vitesse au point C. Petite remarque, on reconnaît bien le torseur cinématique d'une liaison appui-plan. C'est normal. Ensuite, la bille 2 est en liaison rotule. Je vous rappelle, rotule, c'est la même chose qu'une sphérique. Avec le cadre 1 de centre C. Et on note du coup le torseur cinématique au niveau de son centre, au niveau du centre de la sphérique. On a toutes les rotations possibles. Donc là, on l'a exprimé dans la base 0, pourquoi pas. Et PQR, a priori, on ne connaît pas. Alors encore une fois, c'est assez logique si on reprend la photo. Si vous regardez votre sphère 2 par rapport au corps 1, mais effectivement, votre boule, a priori, elle peut tourner dans tous les sens, mais elle ne peut pas translater. Donc en termes de modélisation, c'est pas idiot de modéliser ça par une sphérique. Ok, donc là c'est bon, on vient de poser le problème et de voir tout le paramétrage, et donc l'objectif c'est de trouver la relation entre xy et θ31, θ41. Ok. Alors, question 1, tracer le graphe de liaison du mécanisme
et donner la forme des torseurs cinématiques de chacune des liaisons en choisissant pour chaque torseur un point d'écriture et une base simple. Ok, alors c'est parti. TD souris. Donc, question 1, on va commencer par le graphe de liaison. Alors, on reprend, première étape, première question, combien j'ai de classes d'équivalence? Eh bien, j'en ai 5, j'ai 0, 1, 2, 3 et 4. Alors, je vous propose, on va partir de 0, et après, on va étudier les contacts. Alors, je pars de 0, je sais au passage que c'est ma pièce de référence, donc je mets le petit symbole du bâti. Alors, la pièce 0 est en contact avec quelle pièce? La pièce 0, la table, elle est en contact déjà avec le dessous de la souris, donc avec la pièce 1, le cadre. Donc déjà, je vais avoir du 0, 1. Ok. Alors, en termes de liaison, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'était marqué dans le sujet, on supposait que c'était une simple appui-plan en termes de modélisation. Donc là, on va avoir un appui-plan qui est défini, je vous le rappelle, par sa normale. Et dans le sujet, on nous disait, je ne sais plus, blablabla. On suppose, ouais, et par rapport... Ah, on précisait pas la normale, mais la normale, on peut s'en douter, hein, donc c'est la normale au plan de la table, donc ça va être Z0 qui est égal à Z1, je sais qu'on s'est écrit quelque part au passage. Z0, donc de normale, Z0. Ok. Est-ce que la pièce 0 est en contact avec autre chose? Ben oui, on est en contact avec la boule qui va justement rouler sans glisser sur la table, sur la pièce 0. Donc je vais avoir aussi ma pièce 2, donc qui est ma sphère, qui est ma boule plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a comme liaison entre 0 et 2? Du coup, on va avoir un contact qui est ponctuel. Donc on a une liaison sphère-plan. Au passage, là, c'est vraiment une sphère sur un plan, donc elle porte bien son nom. Alors, je vous rappelle, la sphère-plan, c'est défini par sa normale. Donc en général, on donne le point de contact et la normale au plan tangent. Donc le point de contact, si on regarde sur ces figures-là, on voit que c'est I qui apparaît ici et là. Et la normale, c'est Z1 ou Z0, puisque Z1 et Z0, c'est la même chose. Donc, sphère-plan de normale IZ1. Au passage, vous avez le droit de marquer aussi, par exemple, CZ1, puisque au niveau du torseur, je vous rappelle que l'ensemble des points où le torseur cinématique va se mettre sous la même forme, c'est l'ensemble des points de la droite IZ1 ou IZ0, ou du coup CZ1, c'est la même droite. Ok, mais là je vous rappelle, attention, c'est important de marquer quand vous avez l'information qu'en plus on a du roulement sans glissement au point I. Comme ça on est complet. Et si je dis pas de bêtises, la pièce 0, c'est tout pour ses contacts. Alors maintenant, on peut raisonner par exemple à partir de la pièce 2. Alors la pièce 2, elle est en contact avec quelle pièce? Déjà, elle va être en contact avec la pièce 1, puisqu'on va avoir la liaison donc sphérique. La boule, elle va pouvoir tourner dans une cage qui appartient à la pièce 1. Donc là, on a une sphérique de centre, le centre de la sphère, c'est-à-dire, si on reprend le sujet, de centre C. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va avoir la pièce 2, donc elle est aussi en contact avec nos rouleaux là entre pièce 3 et pièce 4. Donc la pièce 2, on sait qu'elle va être en contact avec 3 et elle va être en contact avec 4. Alors, on va commencer par 3. Donc, on a un contact qui est entre une boule et un cylindre à l'extérieur. Donc, je vous laisse vous convaincre que le contact il est bien ponctuel. Et du coup, on va pouvoir modéliser ça par une sphère-plan. Alors, vu que je manque un peu de place, sphère-plan, je vais le noter SP. Donc, sphère-plan, qui est caractérisé donc par la normale. Alors, quelle est la normale au contact entre la pièce 3 et la pièce 4? Si vous regardez, donc là j'ai ma pièce 3 en vert et ma pièce 4 en bleu. Au passage, j'ai oublié de colorier en vert. Hop, ici, ça c'est du vert aussi. Le point de contact déjà, c'est le point J. C'est le point J qui est ici, ou qui apparaît là. Et la normale au contact, dans cette vue, on a... Oups, pardon. Et dans la normale au contact, dans cette vue, on voit que c'est X1, et dans cette vue, on voit aussi que c'est X1. Donc du coup,
on a un contact, on a une sphère plan de normale J, X1. Donc là, on a du J, X1. Ok, mais c'est pas tout. On sait aussi qu'on a du roulement sans glissement au point de contact, donc en J. Et on va faire exactement le même raisonnement pour la liaison entre 2 et 4. Entre 2 et 4, on a donc un point de contact au niveau du point K, ici et là. Et on voit donc dans ces deux vues, pareil, hop, juste je colorie, ça c'est du marron. Et on voit donc dans ces deux vues que la normale au contact, c'est Y1 qui apparaît ici et qui apparaît là. Donc même raisonnement, là on va avoir une sphère plan. J'ai un peu plus de place pour écrire. Donc de normale KY1 plus du roulement sans glissement en K. Ok, donc ça c'était pour les contacts de la pièce 2 et je crois qu'on a fait le tour. Maintenant les pièces 3 et 4, elles sont donc en liaison avec la pièce 1. Donc pour la pièce 3, donc la liaison entre la pièce que j'ai coloriée en vert et la pièce que j'ai coloriée en rouge, on voit qu'on a une pivot d'axe L, Y1, d'axe cet axe-là. Oups, pardon. Cet axe-là, donc il passe bien par le point L au milieu, et qui est donc parallèle à Y1. Donc c'est l'axe LY1. Donc pivot d'axe LY1. Ok, et donc entre 1 et 4, on va avoir de même une pivot, mais cette fois-ci d'axe, donc on passe par le point M, et c'est cette direction-là, donc qui est parallèle à X1. Donc d'axe MX1. Oups. Oups. MX1. Ok. Et donc là, c'est bon, on vient de faire notre graphe de liaison de la souris. Alors, petite remarque, là, on a une chaîne qui est complexe, puisqu'on a plusieurs chaînes fermées. Alors, ce qui est intéressant de repérer, vous pouvez par exemple le surligner, c'est les endroits où il y a du roulement sans glissement. Donc, on a du roulement sans glissement ici, là et là. Ça sera intéressant, je vous rappelle qu'à un moment, on devrait faire des compositions de vecteurs vitesse, et on va réfléchir à comment est-ce qu'on gère le problème quand on a plusieurs roulements sans glissement. Alors on n'a pas fini encore la fin de la question 1, puisqu'il va falloir donner la forme des torseurs cinématiques de chacune des liaisons, en choisissant pour chaque torseur un point d'écriture et une base simple. Ok. Alors je vous propose, on va être malin, de commencer par les torseurs qu'on nous a donnés dans le sujet. Puisque là on nous donne deux torseurs dans le sujet, on nous donne torseur cinématique de 1 par rapport à 0 et torseur cinématique de 2 par rapport à 1. Bon, on va commencer juste par les recopier. Donc, on va avoir 1 par rapport à 0. Donc là, je m'intéresse à... Pourquoi ça marche plus? Ok, je sais pas. Bon, là, on va s'intéresser à cette liaison dans un premier temps. Donc, le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, je vais juste recopier ce qui est écrit à côté. Ça va être du... chaque torseur, un point d'écriture et une base simple. Ok. Donc ça va être du θ.z0 et du x.x0 plus y.y0 au point C. Voilà, donc là j'ai juste recopié. Et de même, on va avoir le torseur cinématique donc, de 2 par rapport à 1 qui va être égal à px0 plus qy0 plus rz0, une vitesse nulle parce qu'on résonne au centre de la sphérique. Ok. Donc ça c'est pour les deux premiers. Donc qu'est-ce que j'ai écrit gros là? Ok, donc ça c'est pour les deux premiers. Ensuite, on va continuer sur les autres. On a maintenant le torseur cinématique. Ah oui, du coup c'est moche. Donc on a fait 1, 0, 2, 1. On peut se faire, par exemple... qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors on va se faire les pivots. Pour commencer, pour se mettre en jambe, c'est facile.
torseur cinématique de 3 par rapport à 1. Alors, le torseur cinématique d'une pivot, on le connaît, si on connaît bien son cours, hein, on sait qu'on doit exprimer au niveau d'un point qui appartient à l'axe de la pivot. Alors, est-ce que je connais un point qui appartient à l'axe de la pivot entre 3 et 1 ? Bah oui, le point L. Et je sais qu'en ce point-là, j'aurai une vitesse nulle. Et du coup, il va me rester que la vitesse de rotation de 3 par rapport à 1. Et si je reprends le paramétrage, on me dit que c'est du oméga 31 porté par Y1. Donc là, je vais avoir du oméga 31 Y1. Et donc ça, c'est au point L. Donc de même, on va se faire le torseur cinématique de 4 par rapport à 1. Donc si je raisonne sur un point qui appartient à l'axe de la pivot, c'est-à-dire le point M, j'ai bien une vitesse nulle. Et le vecteur taux de rotation, donc cette fois-ci, c'est du oméga 41 porté par x1. Là encore, pareil, j'ai juste repris les notations du sujet. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a donc 2 par rapport à 0. Alors 2 par rapport à 0, qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Alors, c'est une sphère plan, ok. Donc a priori, on pourrait l'exprimer en n'importe quel point de la normale IZ1. Mais on sait en plus qu'on a du roulement sans glissement en I. Donc ça peut être assez malin de l'exprimer en I. Parce que vu qu'on a du roulement sans glissement en I, là en fait ce que j'écris c'est simplement le torseur de glissement avec la condition de roulement sans glissement. Ce qui va me donner directement que la vitesse du point I appartenant à 2 par rapport à 0, c'est le vecteur nul. En fait c'est la condition de roulement sans glissement que je viens d'écrire. Et après, j'ai un oméga qui est quelconque. Hein, donc a priori, pour l'instant, mon oméga de 2 par rapport à 0, il est quelconque. Donc je peux l'appeler, par exemple, P20 x0 plus Q20 y0. J'ai pas assez de place. Plus R20 Z0. Et donc ça, c'est au point où on a dit I. Ok, donc ça, c'était pour 2 par rapport à 0. Maintenant, on va réfléchir, donc on les a quasiment tous faits. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque 2 par rapport à 3 et 2 par rapport à 4. Alors, torseur cinématique de... je vais faire plutôt dans l'autre sens pour la suite, de 4 par rapport à 2. Donc là, c'est pareil. Je sais que j'ai du roulement sans glissement entre 4 et 2. Donc ça veut dire que si j'écris mon torseur cinématique au niveau du point de contact entre 4 et 2, j'aurai pas de glissement, donc j'aurai une vitesse de glissement nulle. Attends, pareil, hein, donc ça, c'est si je raisonne au niveau donc, du point de contact entre 4 et 2, c'est-à-dire le point K. Et donc, a priori, je vais avoir du P42 porté par X1. Alors pourquoi ? Là, j'ai plutôt raisonné dans la base 1, assez naturellement. Pourquoi ? Parce que la normale, elle est définie dans la base 1, et la pivot, qui est de l'autre côté de la pièce 4, est aussi définie dans la base 1. Donc a priori, ça a l'air d'être pas trop idiot de raisonner dans la base 1, je pense. Au passage, de toute façon, si vous aviez noté ça dans la base 0, c'est pas faux non plus, vu qu'on nous précisait rien. C'est juste une petite intuition sur la suite du calcul. Plus R42 Z1. Ok. Et donc de même, on va avoir le torseur cinématique donc de 3 par rapport à 2, qui va être égal à, donc toutes les rotations sont possibles, encore une fois, j'ai un contact ponctuel. Donc je vais avoir du P32 porté par X1, plus du Q32 porté par Y1, plus du R32 porté par Z1, et un vecteur vitesse du point de contact, donc c'est le point J, le roulement sans glissement il se met en J. Donc une vitesse du point J appartenant à 3 par rapport à 2 qui va être nulle. En fait, là je viens d'écrire la condition de roulement sans glissement. Alors comptons nos torseurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comptons nos liaisons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est bon, on n'en a oublié aucune. Et donc là, on vient de mettre en place les différents torseurs. Au final, là, ce qu'on vient de faire, c'est juste, c'est juste de réécrire le cours. Enfin, réécrire les données du sujet. Alors, ce que je vous propose, c'est pas écrit dans la question, mais tant qu'à y être, potentiellement on en aura besoin à un moment, je vous propose aussi qu'on fasse la figure de changement de base.
Dans le sujet, on nous parle de deux bases. On nous parle de la base R0, enfin du repère R0 et du repère R1. Donc on a une figure de changement de base entre les deux. Donc je vais la faire dans un coin. La figure de changement de base, toujours la même chose. Un vecteur vers la droite, un vecteur vers le haut, un vecteur qui sort de la feuille. Puis donc je fais une figure décalée avec un angle qui est petit et positif. Donc là, l'angle s'appelle θ. Je tourne autour de Z0 égale Z1. Ce qui va me donner donc du x0 qui devient x1 et du y0 qui devient y1. Ok, donc là c'est bon, on a défini tout le paramétrage. On a donc après les différents vecteurs, ils sont donnés, donc ça c'est bon, il n'y a pas de problème. On a écrit tous les torseurs, on a fait une figure de changement de base. On peut attaquer maintenant l'exercice de cinématique à proprement parler. On a en tout cas posé tous les outils. Et vu que la vidéo dure déjà depuis un petit moment, on va s'arrêter là et on va reprendre deuxième vidéo pour la partie calculatoire.